Bonjour à toutes et tous et merci au GAG, merci à l'ADEPA pour m'avoir invité à partager quelques éléments d'information et de réflexion sur cette question donc de citoyenneté culturelle. Et je rebondirai d'ailleurs sur Claire Hédon avec laquelle j'ai eu plusieurs entretiens. La question, en effet, c'est aussi la lisibilité des droits et ô combien là, il y a un grand écart entre les droits culturels, le droit à la culture et l'effectivité de ces droits. Je rebondirai aussi sur, quand elle a évoqué la question du service public, mais j'y reviendrai dans un instant. Donc je ferai brièvement quelques éléments de constat et quelques propositions très concrètes. Déjà en termes de constat, je dirais que nous parlons souvent dans la société française, et l'ADEPA en parle, le GAG en parle, les petits frères des pauvres en parlent en effet, et heureusement, de l'isolement social, voire de la mort sociale des personnes âgées, mais on n'entend pas assez souvent parler de l'isolement culturel. Alors l'isolement culturel, c'est vrai que ça peut vouloir dire plusieurs choses, parce que la culture s'entend d'une manière large dans sa définition anthropologique, les modes de vie. Alors là, on voit bien qu'en effet, au niveau mode de vie, les personnes âgées, c'est un long héritage, subissent une forme de ségrégation, nous le savons, et bien sûr, et la plupart, à 90 ans, ne travaillent plus. Certains, oui, enfin, je parle en EHPAD, car quelqu'un a parlé tout à l'heure, en début, je crois, d'après-midi, notamment d'Edgar Morin, qui en effet continue à publier à 102 ans. Et pour ceux qui auront envie d'en savoir plus sur la citoyenneté culturelle, j'ai l'honneur en effet de publier dans quelques semaines un ouvrage sur la citoyenneté culturelle qui est préfacé par Edgar Morin. Et donc, ça donne la mesure de l'importance de la vie culturelle, artistique, de loisirs pour les personnes âgées. Mais c'est important pour tout le monde, bien sûr, y compris pour les enfants, l'éveil artistique, culturel. Mais d'autant plus pour les personnes âgées qui ne travaillent plus, qui ne vont plus à l'école. Et donc, qu'est-ce que l'on constate, en effet? C'est qu'il y a une forme d'agisme, bien sûr, on en a parlé, mais d'agisme culturel, qui se mesure comment? C'est que finalement, quand une personne âgée devient un peu fatiguée, vous allez aller au club troisième âge, club émeraude, etc. Et là, c'est quand même ce que j'appelle l'agisme culturel, c'est qu'il semble qu'elle ne dépende plus de l'adjoint à la culture ni du directeur des affaires culturelles dans la collectivité, va dépendre de l'adjoint aux affaires sociales, aux personnes âgées. Et puis finalement, quand elle entre en institution d'accueil ou qu'elle est vraiment très isolée à domicile, mais pour la culture, les arts, tout ça ne dépend plus de personne. Ah si, on l'envoie quand même vers des bénévoles où on demande, et c'est l'un des processus un petit peu de ce que j'appelle de la maltraitance culturelle. La typologie est longue, mais je n'aurai pas le temps de toutes les détailler. C'est-à-dire qu'on exige. Moi, j'ai eu dans mon bureau, à un moment donné, des aides-soignantes, 2 en pleurs, qui me disaient « Mais tu te rends compte, la cadre de santé, elle exige absolument que j'anime une chorale, mais je ne connais rien à la musique, je joue d'aucun instrument de musique, et en plus, je chante faux. » Ah bah oui, mais non, il faut. Hein. Et d'ailleurs, agisme culturel au plus haut niveau de responsabilité, on peut le dire, puisque au gouvernement, il y a eu quand même le rapport Alzheimer, rapport national Alzheimer, où en première page, c'était à l'époque celui de Philippe Douste-Blazy, il y avait écrit en effet exemple de bonne pratique des ateliers de peinture, de dessin, animés par des psychomotriciennes et des psychologues. Alors moi je vous le demande, est-ce que vous envoyez vos enfants ou vous-même, vous allez voir une aide-soignante ou une psychologue pour faire des activités de pastel, de musique, de danse? Je ne sais pas. Donc, on voit là que c'est une forme d'agisme culturel, puisqu'il y a une sorte de phénomène, en effet, que j'appellerais d'ailleurs et que je décrirais, pour faire court, sur un phénomène au niveau de la population française. Il y a 2 catégories de population qui se sont développées au niveau de quelques décennies. Vous avez, en effet, une population
qui accèdent à la culture, à la vie culturelle, à la participation à la vie culturelle dans ce qu'on appelle dans le cadre du droit commun, c'est-à-dire que vous pouvez vous inscrire dans une bibliothèque. Si j'ai envie demain de prendre un cours de guitare, je vais à la MJC, je vais, etc., au conservatoire. Si j'ai envie d'aller au cinéma, j'y vais. Et puis une autre catégorie de population, alors dans lesquelles on trouve les personnes, en effet, souvent lourdement handicapées, mais aussi donc les personnes âgées qui sont notamment en EHPAD ou isolées en domicile, qui, elles vont dépendre de l'existence de projets à leur attention. Et donc, projets qui, évidemment, sont limités dans la durée, limités dans l'offre d'activité et limités aussi, bien sûr, dans le nombre des bénéficiaires. Et un dernier point sur les atteintes, mais elles sont tellement nombreuses. Celle qui me choque le plus, que j'ai appelée, je l'ai nommée l'ECA, ça veut dire l'exclusion culturelle absolue, c'est-à-dire qu'on trouve encore aujourd'hui en France, dans la 6e puissance économique du monde, 6 ou 7e, ça varie, des personnes, des êtres humains qui sont définis à leurs données biologiques et qui n'ont accès à aucune nourriture culturelle, par faute de moyens, en effet, mais ce n'est pas par faute de moyens, c'est par cet agisme culturel, c'est par les concepts qu'on a sur les politiques culturelles publiques et sur le droit, sur la citoyenneté culturelle, et je vais y venir. Et donc, en effet, parce qu'on peut le comprendre aisément que quand il y a une centaine de résidents dans un EHPAD, avec un animateur ou une animatrice toute seule, on ne voit pas très bien comment il pourrait faire en sorte qu'il n'y en ait pas un certain nombre, et souvent les plus dépendants, donc ceux qui déjà ont une claque au niveau de leur qualité de vie, une souffrance, qui vont être les plus pénalisés, qui vont rester dans la chambre et qui vont rester entre les grilles des lits. Ça n'est pas supportable, on n'a pas le droit de définir et de réduire des êtres humains à leurs seules données biologiques. Alors, quelle proposition? Quoi faire? Quoi faire? J'invite tout le monde, et Sémaphore va en effet mettre à disposition des outils concrets, notamment un outil qui sera mon carnet de la citoyenneté culturelle, qui ne va pas s'adresser qu'aux citoyennes et qu'aux citoyens, qui va s'adresser aux adjoints à la culture, à Madame la ministre de la Culture, qui était absente. Vendredi dernier, j'y étais, au ministère de la Santé, et qui était absente même en vidéo, puisqu'il y a quand même il y avait une dizaine de ministres présents. Mais en effet, il y avait certains, comme Aurélien Rousseau, qui en effet est venu participer en vidéo. Non, la ministre de la Culture n'était pas là. Parce qu'en effet, historiquement, il y a cet agisme culturel qui fait qu'il n'y a jamais eu de véritable programme national pour l'effectivité de la citoyenneté culturelle des personnes âgées, c'est-à-dire pour créer un environnement capacitant, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de santé, nos handicaps, etc. Alors, parce que pourtant, la citoyenneté culturelle, contrairement aux droits culturels, on a tendance à dire ouais, c'est de la philosophie, etc. Les droits culturels, la plupart sont justiciables. Et la citoyenneté culturelle repose essentiellement sur des droits qui sont inscrits dans la Constitution, pour être précis, dans ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Je citerai que deux éléments. Le préambule de la Constitution, la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à la culture. Deuxième point, qui est un principe constitutionnel, l'égal accès au service public de la culture, la garantie de sa continuité et de son adaptabilité. Donc ce que je propose en fait, et que je vous invite à vous mobiliser pour ça, c'est à l'échelle des bassins de vie d'interpeller les directeurs des affaires culturelles, les adjoints à la culture, pour que, en tant que directeur d'EHPAD, en tant qu'animateur, en tant que professionnel concerné, il y ait une dynamique de réflexion et de co-construction pour organiser cette continuité, cette adaptabilité du service public de la culture. Il y a 1,5 million de professionnels de la culture et du socio-culturel en France. Combien aujourd'hui interviennent au bénéfice des personnes âgées? Combien? Il y a 16 000 bibliothèques publiques et il y a 7 000 EHPAD. Combien ont-ils de conventions de partenariat pour une action pérenne? Le rapport du ministère de la Culture, livret lecture de 2017, vous donne une réponse, c'est qu'il n'y en a quasiment aucun.
Voilà, donc pour conclure, je vous dis que je vous invite à vous mobiliser tous ensemble et avec nous, avec Sémaphore, avec d'autres partenaires, avec l'Association des petits frères des pauvres, qui est membre du collectif Agapé, pour la marche pour la citoyenneté culturelle. Nous devons, si demain la ministre de la Culture, les adjoints à la culture partout, reçoivent des courriers avec les textes où ils disent qu'il faut mettre fin aux déchéances de la citoyenneté culturelle, vous bénéficierez dans les institutions et pour les services d'aide à domicile de ressources humaines qui aujourd'hui ne sont pas au rendez-vous. Je vous remercie beaucoup.